Du coup, bonsoir pour le coup. Le soleil est tombé. Et on va parler un petit peu d'Open Rewrite et de refactoring. Du coup, j'ai besoin de savoir un petit peu qui j'ai en face de moi pour cette présentation. Donc, on va se faire une petite mise en situation. Vous arrivez sur un projet qui était déjà bien commencé, je sais pas, qui a eu 4-5 ans de vie, puis vous débarquez à peine sur le projet, quoi. Et puis vous essayez de prendre un peu de recul sur le code qui a été produit, ou équivalent, ça fait un an que vous êtes sur un projet qui a démarré from scratch et qui a démarré avec des super idées, toutes bien clean et tout ça, mais il y a quand même à un moment donné, il faut prendre du recul et regarder le code qui a été produit. Ce qui a été produit, c'est ça. Il y a tout. Parfois, il y a un peu trop tout. Par contre, tout n'est pas au bon endroit et c'est à peu près certain que c'était pas ce à quoi on avait pensé quand on a commencé le projet, quoi. Comme on est des gens bien et comme on est des développeurs, on va faire un refactoring. J'ai besoin de savoir comment vous allez vous y prendre. À main levée. On n'est pas nombreux. Vous pouvez crier, je vais le capter aussi. Hein. Chercher à remplacer. Ok. Pour les courageux. Expression régulière. Pour les hardcore. C'est les mêmes d'ailleurs, a priori. Clic droit, refacto dans l'IDE. Il y en a qui n'ont pas encore levé la main, donc potentiellement ils n'ont jamais fait de refacto, ou alors ils sont très fatigués. LLM, RAG. Non. Enfin, si. Parfois on pourrait les utiliser, mais aujourd'hui on ne va pas parler de ça. On va parler de refactoring réexécutable. Okay, il y a bien des use cases dans lesquels ça peut être intéressant, mais ce n'est pas ceux dont on va parler aujourd'hui. Je vais essayer d'en introduire un petit peu, mais ce n'est pas le but principal de la présentation. Je m'appelle Jérôme, je suis donc tech lead architecte, et en l'occurrence, on dirait que je suis professeur en réécriture de code. Parfois, je vais dire réécriture, parfois, je vais dire refactoring. Je vais essayer d'éviter les anglicismes, mais je pense que mon naturel va vite me rattraper et qu'il y en aura quand même beaucoup, beaucoup. Je bosse chez OnePoint, donc on est une boîte de consulting et on fait à peu près tout ce qu'il y a autour de la tech, archi, trust, UX, UI, développement, test. Voilà, dites-nous, on peut faire ça et en l'occurrence on est à la Cité numérique. Et puis sinon, pour la partie qui peut éventuellement plus vous intéresser, je suis à peu près partout avec le handle Jitama, enfin à peu près partout, Blue Sky et GitHub, où je ressemble au petit Brutus, même si je ne suis pas si méchant que ça. L'idée, c'est de faire de vous des sorciers de la réécriture de code à la fin de ce petit bout de temps. Donc on va y aller progressivement. Comme c'est le jug et qu'on n'est pas ultra chronométré, ce que je propose, c'est que plutôt si vous avez des questions, on s'arrête en cours de route plutôt que de les entasser à la fin. Si vous n'êtes pas trop à l'aise pour poser des questions en public, venez me voir après ou sur LinkedIn. Ou, voilà. Okay. Alors c'est parti. Open Rewrite, qu'est-ce que c'est? C'est une librairie qui est née de chez Netflix, où ils avaient une politique très libre sur la façon dont ils écrivaient leur code, et puis un jour ils se sont dit qu'en fait ce serait bien d'essayer de rattraper les choses et d'uniformiser tout ça, avec une base de code absolument gigantesque, un nombre de projets complètement délirant, en Java. Et donc il y a un mec qui a dit ok, Paris tenu, je vais essayer de te faire ça, puis il a commencé à faire son petit outil, et c'est de là qu'est né Open Rewrite. C'est donc un framework, on va dire, codé en Java, principalement, et qui permet de traiter des refactorings et de les rendre testables, on va dire, de sortir de le monde de l'artisanat pour arriver dans le monde un petit peu industriel, et surtout de les rendre reproductibles. L'idée, c'est d'être capable de refaire les mêmes choses, une fois qu'on l'a fait une fois, de pouvoir le rendre reproductible. Ça s'est traité de manière native, ce qui tourne sur la JVM, donc Java, mais aussi Kotlin et Groovy.
Ça sait traiter les fichiers de configuration qu'on manipule le plus souvent. JSON, YAML, properties, voilà. Ça sait travailler nativement avec les deux plus gros systèmes de build qu'on a en Java, Gradle et Maven. Et sur la partie native, ça s'arrête là. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, OpenRewrite, c'est un cœur qui est en Apache 2, avec d'autres choses qui gravitent autour, qui sont un peu moins libres, parce que en fait, le monde de l'open source doit manger. Et donc, il y en a un bout où c'est de la business software license. Ça veut dire que vous pouvez les utiliser, vous avez accès au code, vous avez juste pas le droit de revendre l'utilisation en fait, que vous en faites, quoi. Et puis, il y a des bouts qui sont carrément fermés. Et là, il faut sortir la carte bleue. Moi, je parlerai pas du tout de ces bouts-là. Si vous voulez, on peut en discuter après, mais pendant la présentation, je parlerai que des bouts qui sont utilisables sans sortir la carte. Si vous deviez sortir la carte, sachez que vous auriez accès à plus de langages que juste Java, Groovy, Kotlin, et notamment, il y a des incursions côté TypeScript, ce genre de choses-là. J'ai dit que ça traitait Java et tout ça, mais j'ai aussi dit que ça traitait par exemple du YAML. Donc il y a des gens qui se sont amusés à utiliser OpenRewrite pour aller faire de la réécriture et de la validation de manifestes Kubernetes. Et en vrai, tout ce qui est écrit en YAML, vous allez pouvoir l'utiliser. Ok. Quelques grands concepts qui sont mis en œuvre par OpenRewrite pour vous aider à réaliser la promesse qu'ils vous ont donnée, hein, c'est-à-dire la capacité à faire des refactoring as code et les rendre testables et rejouables. Le premier grand concept qu'on doit avoir, c'est le concept de recipe, de recette en bon français. Et c'est comme ça qu'on va construire nos refactoring. Une recette, ça peut être quelque chose qui est excessivement petit, atomique. Trouver l'invocation d'une méthode, ça c'est une recette atomique. Et ensuite, on va travailler par composition. Donc on va avoir une recette qui peut avoir des listes de recettes. Chacune des recettes, elles peuvent avoir des listes. Et comme ça, on peut composer pour arriver à quelque chose de beaucoup plus complexe que juste trouver une méthode ou renommer une méthode. Mais on peut faire des migrations relativement complexes. Et on en verra quelques exemples juste après. Si jamais il y en a parmi vous qui ont déjà fait de l'infrastructure as code, du Chef avec ses cookbooks ou du Ansible avec ses playbooks, la recipe c'est exactement la même chose, hein, c'est le même concept. L'autre concept qu'il faut avoir en tête, c'est le concept de Lossless Syntax Tree, LST. Alors nous, les techs d'habitude, on a plus l'habitude de travailler avec des AST. Et si c'est pas clair ce que c'est qu'un AST pour vous, on va quand même y revenir dessus. Le code qu'on produit, c'est pas juste du texte en fait. Il répond à une grammaire, il a une syntaxe bien particulière. Et en fait, ça peut être représenté sous forme d'arbre. Okay, les AST, c'est ça, c'est les Abstract Syntax Tree qui vont représenter votre code sous la forme d'un arbre avec des nœuds. Donc un nœud, ça peut être, tiens, j'ai découvert qu'il y avait un modifier de visibilité public. Tiens, j'ai découvert qu'il y avait un autre modifier statique. Ah, j'ai découvert qu'il y avait une déclaration de méthode. Main. Oh, il y a des déclarations de paramètres de méthode. String, tableau, args. Oui, je crois que c'est ça, public static void main. Bon, voilà. Et ensuite, vous allez avoir un nœud, ça peut être ouverture de bloc, ça peut être un if, ça peut être un try with resource. Donc tous ces éléments de la grammaire de notre langage, ils vont être représentés dans l'AST. Le LST, qu'est-ce que c'est? C'est un AST avec tout ce qui n'intéresse pas l'AST d'habitude. Par exemple, le formatage de votre code. J'ai fait un saut de ligne. Okay, d'habitude, on s'en fout. Mais si on veut faire un refactoring et qu'on dit je vais faire un refactoring de masse et je vais péter tout ton formatage, je pense que le refactoring il ne va pas être bien accepté par les équipes. Ce qui est normal, on tient tous beaucoup à notre formatage. On a de longs débats sur tabulation versus espace et il est hors de question de péter tout ça. Et surtout dans le LST, on va aussi retrouver les commentaires et ce genre de choses. Et là, pour le coup, autant le formatage, c'est un peu... Bon, si on le pète, c'est pas cool, mais c'est pas trop grave. Par contre, si on squeeze l'intégralité des commentaires qui sont trouvés dans le code, c'est beaucoup moins chouette. Donc, si je reprends, on va traiter des arbres de syntaxe
à l'aide de recettes. C'est aussi ça qui explique pourquoi Open Rewrite, c'est pas travailler sur tout et n'importe quoi, parce que pour pouvoir travailler sur un langage, il faut avoir implémenté sa modélisation sous forme de LST. Donc, un nouveau langage égale une nouvelle implémentation à faire de ce côté-là. Une fois qu'on se dit que c'est les deux concepts principaux avec lesquels on va jouer, on a les bases pour travailler. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une recette si on plonge un petit peu plus dans le code, okay, son anatomie. Alors, la classe que je vous montre ici, c'est pas la vraie classe, elle ne rentrerait pas sur mon écran, et en plus, il y aurait beaucoup de bruit, mais c'est suffisamment proche de la vérité pour que ça joue, quoi. Si vous retenez ça, vous avez retenu le principal. Quand on écrit une recette, on va implémenter la classe abstraite recipe, qui a seulement 2 méthodes abstraites, les autres ont toutes des implémentations par défaut. Et là, le display name et la description, et vous vous doutez à peu près de ce que c'est surtout utilisé pour faire du log en réalité. Voilà, ça n'a pas trop gros intérêt que ça. Une recette, elle a une méthode getTags qui renvoie un set de strings. Ça permet de décrire sur quoi je vais travailler quand je vais coder une recette. Tiens, je suis en train de coder une recette qui bosse sur Java, les tests et les assertions. Tiens, je code une recette qui bosse sur Hibernate. Tiens, moi, je vais faire un peu de Maven et un peu de Java dans ma recette. Donc ça vous permet de qualifier un petit peu ça pour pouvoir le retrouver plus facilement plus tard. Une recette a une méthode qui permet de renvoyer une liste de recettes. C'est comme ça qu'on arrive à faire de la composition, ce dont je vous ai parlé avant. Ça peut, hein, c'est pas obligé. L'implémentation par défaut est évidemment une liste vide. On a la méthode getVisitor qui va renvoyer un tree-visitor. Donc oui, on implémente le pattern visitor. En même temps, il est un peu classe quand on dit ouais, je fais un pattern visitor dans mon application, ça la pète un peu. Et en même temps, il fait un peu peur, genre je suis pas sûr de vouloir implémenter ça. On verra juste après qu'en fait, c'est pas très très compliqué, d'autant qu'en vrai, le plus gros de l'implémentation a déjà été fait par Modern. Dans quel cas c'est intéressant, un visiteur? C'est intéressant quand vous avez un parcours d'arbre et que vous voulez pouvoir rajouter facilement du comportement dans ce parcours. Okay. Or, nous, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on veut travailler sur un LST pour le modifier et permettre aux gens d'étendre ce qu'on a déjà fabriqué. Donc, ça correspond pas mal à la définition du use case d'un visiteur. On n'est pas obligé de l'implémenter, mais si vous ne l'implémentez pas, j'avoue que... Voilà. C'est le tree visitor qui va avoir accès au LST et qui pourra éventuellement le modifier. On n'est pas obligé de modifier le code qu'on visite quand on travaille avec Open Rewrite. Je veux bien que vous me disiez, d'accord, mais en fait, si je visite du code et que je le refactor pas, bon bah d'abord, refactoring as code, merci, mais ton titre, voilà. Et en plus, à quoi ça sert? Eh bien, par exemple, je pourrais imaginer produire un visiteur qui va aller trouver toutes les utilisations d'une annotation pour en faire quelque chose, par exemple, les donner à manger à un LLM pour que lui, il se mette à travailler dessus sans être obligé de faire un grep sur l'intégralité de vos 400 000 lignes de code. D'accord? Donc c'est ce que Modern, la version payante, est en train d'essayer de mettre en place. Mais c'est déjà exploitable. Moi, je l'ai déjà fait sur un projet. Me servir d'Open Rewrite pour donner des inputs à un LLM pour pouvoir faire du refactor. Donc en fait, oui, vous avez un peu le droit d'utiliser des LLM pour des refactors, mais pas trop souvent quand même, parce que ça crame la planète. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour donner accès à toutes ces informations qu'on a récoltées dans notre visite? Eh bien, on donne ces informations dans des data tables, des tables de data. Moi, je trouvais que table, ça aurait suffi comme nom, mais data table, c'est plus classe. Et donc, c'est là-dedans qu'on va pouvoir coller plein d'informations. Ça peut être des informations du genre j'ai trouvé cette classe, j'ai trouvé cette classe. Ça peut être des informations du genre le nombre d'invocations. Ça peut être en fait tout ce que vous pouvez imaginer. Okay. Et grosso merdo, une recette, c'est pas bien plus compliqué que ça. Quand on a ça, on connaît les ingrédients. On est au niveau Mickey du sorcier. Si vous n'avez pas vu Fantasia, c'est triste, allez le regarder. Si vous l'avez vu, vous saurez que c'est minable comme niveau de sorcellerie.
et que généralement ça finit pas bien. On va progresser. Comment est-ce qu'on fait pour déclencher une recette? Il y a plein de manières. On peut le faire, donc on va parler de Java, hein. Le reste, c'est payant, j'en parle pas. J'évacue la version payante la plus évidente, c'est la CLI de Modern. Je m'en suis jamais servi, puisque j'ai jamais sorti la carte. Et sinon, soit on peut aller modifier les descripteurs de build Gradle, Maven, soit utiliser directement les CLI de Maven et de Gradle. Et c'est ce que je vais vous montrer, c'est la manière la plus simple et c'est celle que j'utilise la plupart du temps. Alors, comment est-ce qu'on va déclencher une recette? Je vais commencer par dire que je vais exécuter un plugin. Mon plugin, il s'appelle donc org open rewrite maven 2. Rewrite maven plugin. Et ensuite, le goal que je vais vouloir exécuter dans ce plugin, qui est le goal run. Voilà. Je vous ai dit que c'était écrit en Java, c'est donc distribué dans des jars. Et donc, mes recettes, pour aller les trouver, je vais aller devoir les donner au plugin Maven. Et je vais ici lui dire, je veux que tu ailles me récupérer le jar org open rewrite recipe. Vous avez, c'est le format GAV, hein, groupe, artifact, version. Org open rewrite recipe, ça c'est le groupe. Rewrite testing frameworks, ça c'est l'artifact ID. Release, oui, dans Maven, on peut faire du latest. Je ne dis pas que c'est une bonne idée, mais release, ça correspond à latest dans votre Artifactory avec Maven. Ok ? Et dans ce jar, il y a une recette qui s'appelle JUnit 425 Migration. Il y a des gens qui ont déjà fait des migrations JUnit 4 vers JUnit 5 ou pas? Main levée. Il y a des gens qui ont déjà passé plus de 5 minutes à faire ces migrations JUnit 4, JUnit 5? Ouais. Peut-être vous les avez même chiffrés, je sais pas, 3 semaines, 4 semaines. Vous pouvez toujours, mais cette fois-ci, vous allez merger, quoi. Coordinates et recipes, parce qu'on peut donner plusieurs jars et plusieurs recettes à exécuter d'un seul coup. Vous ne me croyez pas que ça fonctionne. Je vais donc vous le démontrer. Je vais zoomer, vous inquiétez pas. C'est un petit projet. Alors à chaque fois que je vais vous montrer du code, regardez, c'est cool, on est là pour la démo, mais quoi qu'il arrive, à la fin, je vous donne le lien vers le dépôt où il y a absolument tout. Donc si regardez pas la moindre petite ligne et tout ça, vous pourrez y avoir accès. Le forquer, jouer avec, refaire tous les exemples. Il y a des readme pour exécuter les choses et tout ça, d'accord ? Ce qui est intéressant ici, dans un premier temps, c'est que j'ai une application dans laquelle, qui n'est pas juste un Hello World, c'est une application qui est implémentée avec Quarkus, et il y a une API REST, un peu d'accès à base de données et un peu de test, parce que je ne suis pas un sagouin. Et donc, ce que je propose, c'est d'aller exécuter la recette que je viens de vous montrer. Wow! J'ai raté. Je peux pas faire CTRL-Z. Haha. C'est assez gros pour vous ou pas? Ou il faut que je zoome encore? Ça va? Donc j'exécute la recette. Forcément, il doit compiler mon code, puisque comme je travaille à un niveau LST, pour pouvoir construire un LST, il faut que je puisse compiler le code. Donc vous ne ferez pas des refactos sur du code qui ne compile pas. Je vous le conseille, en vrai, globalement, du code qui ne compile pas, ne faites pas de refacto dessus. Et ensuite, il va exécuter pas mal de choses. Donc il va aller regarder la tête de mon pomme, il va aller récupérer l'intégralité du LST, et il va me dire, tu m'as demandé d'activer la recette JUnit 4 to JUnit 5, et puis vous voyez que dans les logs, là, il me dit plein de trucs, il me dit qu'il a exécuté telle recette, telle recette, telle recette. Dans les détails, peu importe, il me dit qu'il m'a sauvé 1h15, mais moi, comme j'avais chiffré ma migration à 3 semaines, je sais que je vais pouvoir être tranquille pendant les jours qui viennent. Concrètement, qu'est-ce qu'il a fait?
Alors d'abord, évidemment, il a modifié mon POM. Donc, il m'a viré ma dépendance à JUnit 4. Il n'a pas rajouté une dépendance à JUnit 5. Mon POM, il dépend de Quarkus. Dans le POM de Quarkus et dans les parents, il y a déjà la dépendance à JUnit 5. Il l'a capté, il n'a pas besoin de la rajouter, il ne le fait pas. C'est plutôt cool. Par contre, a priori, il va falloir rajouter une dépendance à Mockito Inline. Ok, pourquoi pas. Enfin, plutôt la modifier, elle existait déjà, il l'a juste bumpé, quoi. Et il a changé ma dépendance à Mockito basique pour rajouter Mockito JUnit Jupiter. Bon, ok, a priori, rien de très difficile là-dedans. C'est pas la partie qui coûte 3 semaines. On peut essayer de le vendre, mais ça marche pas très bien. Il a évidemment changé l'intégralité de mes imports. Encore une fois, ça passe avec un chercher à remplacer. Bon, faut pas se trouver, mais ça marche à peu près. Là, ça commence à être un peu plus sympa. Il a commencé à modifier vraiment des imports statiques, à passer d'une librairie à une autre. Avant, pour utiliser Mockito, il fallait que j'utilise la notation @runWith Mockito JUnitRunner, et ça, il l'a capté. Donc il l'a changé, il a dit non, maintenant c'est du extend_with et c'est du Mockito extension. Ça va. Le truc qui est plutôt sympathique, c'est que dans cette migration de Mockito, on est passé d'un framework qui laissait le développeur faire un peu n'importe quoi, en mode genre, c'est bon, les gars, c'est ce qu'il fait, à une version de Mockito qui a tendance à râler beaucoup. Et donc dès qu'il trouve que vous faites des trucs un peu bizarres, Mockito, il va péter le test, il va dire, attends, t'as fait une bêtise, il faut que tu répètes. OpenRewrite dit, bon, en fait ça va, on vient à peine de faire la migration, donc t'es gentil, t'es pas strict, tu me fais juste un petit log, voilà. Donc déjà c'est cool parce que non seulement il a fait la migration, mais en plus il a fait une migration non cassante. Alors que si vous faites la migration, vous allez juste bumper la librairie et vos tests vont sauter. Bon, après, en vrai, s'il y a des warns de Mockito, regardez-les, hein, c'est intéressant, mais faites-les peut-être pas sauter tout de suite, quoi. Évidemment, il a transformé mon before en before each. Il a transformé mes assertions parce qu'elles ont été inversées dans les diverses versions de JUnit. Mais en fait, la partie qui m'intéresse le plus est celle où on commence à se dire que définitivement, avec une regexp, ça aurait été rude. En JUnit 4, quand on a un test dont on se doute qu'il va faire péter une exception, voire même que c'est le but recherché, on mettait @test expected, le nom de l'exception. Il se trouve qu'en JUnit 5, c'est plus comme ça qu'on fait. Nos tests sont juste des tests. Par contre, on doit utiliser assertThrows, le nom de l'exception, donc qu'on a été récupéré plus haut, et ensuite l'intégralité du code, on doit le mettre dans cette lambda qui, si je ne me trompe pas, est un runnable, mais peut-être que c'est un callable, ne m'en veuillez pas. Voilà. En tout cas, il a fait le taf, et en l'occurrence, c'est bel et bien comme ça qu'on doit faire. Je vous montre que cela. En vrai, si vous aviez fait du test paramétré, il aurait été capable de le gérer. Si vous aviez eu du Hamcrest, il aurait été capable de le gérer. En fait, faire une migration de JUnit 4 JUnit 5, ben, vous l'avez capté, c'est pas juste bumper une librairie dans un POM Maven. Et ça, ben, il l'a fait en 30 secondes et j'ai mis plus de temps à vous montrer ce qu'il avait fait que lui de le laisser faire. Il n'a pas enlevé les publics aux méthodes. Oui, mais ça, c'est pas obligé. Si. Globalement, c'était dire j'enlève pas le public aux méthodes et à peu près toutes les recettes, elles prennent cette philosophie de dire je change le moins possible d'une certaine façon à ce que tu avais avant. Notamment parce que le niveau d'acceptabilité entre guillemets d'un refactoring, il est plus élevé quand tu restes dans ce qui est cohérent. Si tu veux enlever les méthodes, enlève les méthodes. On pourrait dire je fais la migration et en plus j'enlève dans les méthodes le modifier. Oui, on pourrait le faire soi-même. J'ai pas été jusque là. Alors, je reviens à mon point de départ et on continue. Déjà, quand on arrive à ce niveau-là, vous êtes des petits mimes. Moi j'aime bien, vous êtes tout mignons. Globalement, si déjà vous refaites plus jamais une seule migration JUnit 4, JUnit 5 à la main, on peut considérer que j'ai fait mon job ici ce soir et que c'est cool, quoi. Mais en fait, vous n'êtes toujours pas vraiment des vrais sorciers.
Ok. Par ailleurs, je vous ai gentiment dit, regardez, je fais une migration GUnit 4, GUnit 5. Ok, super, tu l'as trouvé où ta migration GUnit 4, GUnit 5? En fait, le super pouvoir d'une certaine façon d'Open Rewrite, c'est pas son framework qui vous permet d'accéder au code et d'implémenter des visiteurs sur du code. La vraie force énorme, c'est le catalogue de recettes qu'ils ont déjà implémenté pour vous. La dernière fois que je m'étais amusé à compter, il y en avait genre 600, 700, un truc comme ça, dans les parties où on ne sort pas la carte. Hein. Et surtout, en fait, elles sont juste là sur étagère. Et les 600, 700, c'est celles implémentées par Modern. Mais il y a d'autres boîtes qui implémentent aussi leurs recettes et que vous pouvez aussi utiliser. Je sais qu'il y a au moins du Red Hat, du IBM, enfin du ex-Red Hat, maintenant IBM, du AWS et je pense Netflix aussi qui avait des catalogues internes de recettes. Le catalogue, je dézoome. C'était zoomé pour le code. C'est bon ou pas? Ok. Le catalogue, c'est juste un site qui est facilement, enfin qui est indexé, hein, donc vous pouvez aller chercher dedans, voilà, trouver plein de choses, où vous allez trouver comment écrire vous-même des recettes, mais surtout toutes les recettes qui sont déjà disponibles. Elles sont triées ici en utilisant les tags qui sont présents sur les recettes, notamment. Et donc, tiens, moi je suis en train de bosser avec Cucumber, j'ai une migration à faire. Est-ce que peut-être que quelqu'un l'aurait déjà fait avant moi? Ouais, ok. Avant de se lancer dans la migration, je vais aller regarder. Est-ce que c'est présent dans le catalogue? Oui, bon, alors a priori, on a des recettes pour upgrade Cucumber JVM, pour faire du feature flag, des GitHub Actions, plein de choses. Ok. Et en l'occurrence, moi j'étais sur, je ne sais plus laquelle. Voilà, j'étais sur celle-là. Donc celle-là, c'est la recette que je viens d'exécuter. Okay, donc on va retrouver le nom de la recette, sa description, les tags, les sources. Ça, moi, je trouve ça assez cool parce que du coup, si vous voulez savoir exactement ce qu'elle fait cette recette, bah, vous avez directement le lien vers les sources. Vous avez la licence. Est-ce que j'ai le droit ou pas d'utiliser la licence? C'est pas mal. Voilà. Donc celle-là, vous avez le droit de l'utiliser. C'est bon. Vous n'avez juste pas le droit. En gros, vous ne pouvez pas, en tant que Presta, aller voir un mec et lui dire « Vas-y, donne-moi ton code, je te fais la migration. Ça te coûtera 10 000. » Le prendre, faire la migration chez vous et lui amener. Ça ne marche pas. Bon, mais à part ça, vous avez le droit de l'utiliser. Okay, et ce qui est cool, c'est que vous pouvez voir ce qu'elle fait, cette recette. Et donc, faire une migration de GUnit 4 vers GUnit 5, bah, c'est ça. Mais c'est aussi ça. Et puis, c'est aussi ça. Et bon, on va arrêter avec les ça. Ok, vous avez compris que c'est long. Ce qui est assez cool, c'est que je peux creuser. Donc là, typiquement, si je prends, c'est quoi ça? Ok, donc typiquement ce que je vous avais montré là, run with, extend with, ça veut dire quoi faire cette migration là? Juste faire ça? Bah en fait, il y a encore une liste. Donc c'est ajouter une dépendance, faire des upgrades et tout ça. Et donc comme ça, vous pouvez aller en gros dépiler l'arbre qui a été constitué, la composition complète qui permet de faire une migration d'un truc à l'autre. Et du coup, si vous voulez faire que un petit bout, bah, vous faites que un petit bout. Ce qui est cool aussi, c'est que vous avez directement toutes les informations nécessaires à l'utiliser sans rien faire. Donc avec du Gradle, Gradle InitScript, Maven POM, c'est si vous voulez modifier votre POM pour injecter le POM, la recette à l'intérieur du POM. Sur une migration, ça ne sert à rien. Sur une recette qui maintient du formatage, ça peut avoir du sens. La command line et là, j'ai pas le droit d'en parler parce qu'il faut sortir la carte. Ok. Ça, je crois que c'est vraiment le message le plus important que je voulais faire passer moi quand j'ai découvert ce truc. C'est juste à chaque fois que je dois faire quelque chose qui est massif et que quelqu'un d'autre dans l'industrie a dû faire, eh ben, peut-être que je vais d'abord aller regarder ça. Dans les exemples les plus évidents et que vous avez aussi fait payer à des gens, les migrations Spring Boot, les migrations Hibernate, le passage de Javax à Jakarta, la suppression de Jodatime, les migrations de versions de Java. Et quand on dit migrer une version de Java, c'est pas juste changer la version du compiler, hein. C'est se dire, ah bah les switches, on va maintenant utiliser des switch expressions, on va utiliser des streams et tout ça. Donc tout ça, la réponse est oui, il y a déjà quelqu'un qui l'a fait. Et donc il y a déjà une recette qui existe. Et allez regarder si par hasard,
vous pouvez l'utiliser si ça match en termes de licence. Ok ? Déjà, si juste vous faites ça, vous avez gagné du temps. Là, on commence à être un peu plus puissant quand même, à mon avis. Déchire cette sorcière. Mais peut-être bien que tout ce qui est sur le catalogue, sur étagère, c'est quand même pas suffisant pour vous. Peut-être que vous avez besoin d'aller un peu plus loin, d'adapter au contexte de vos patterns, à ce que vous avez en interne chez vous, ce que vous avez l'habitude de travailler, ou peut-être que vous êtes vous-même mainteneur d'un framework. Voilà. Soit un framework open source, soit vous êtes responsable du framework de votre boîte. Et du coup, on va évidemment pouvoir aller plus loin. Okay ? La première façon d'aller plus loin, c'est d'utiliser les declarative recipes, les recettes déclaratives en bon français. C'est tout simplement un formalisme textuel qui va vous permettre de composer et de passer des paramètres à des recettes déjà existantes et présentes sur étagère. Qui ici a déjà fait de l'infra as code ? Ouais, quand vous faites de l'infra as code, vous écrivez quoi comme code ? Vous écrivez genre des méthodes ou vous écrivez genre du YAML ? Ouais, la plupart du temps, c'est quand même du code YAML, ce fameux langage de programmation. Et bien, les declarative recipes, c'est exactement ça. On va écrire du code en YAML. Voilà. Ça ressemble beaucoup à un manifeste cube. Chaque recette, elle a donc un type, elle a un nom, red is dead, un display name, une description, des tags, donc tout ça c'est la partie un peu blablabla. Okay ? Pour cet exemple-là, on va dire que moi, dans ma prime jeunesse, j'ai écrit une librairie et que je l'ai fait utiliser par toute ma boîte et qu'aujourd'hui je me dis que c'était peut-être pas la meilleure chose à faire et que ce serait cool de la jeter. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais écrire une recette qui me permet de supprimer toute dépendance à la librairie que j'ai faite pour pouvoir finalement décommissionner cette erreur, passer le repo en mode archive et on n'en parle plus. Merci. Alors, dans une recette déclarative, forcément la première chose qu'on va faire, c'est faire de la composition, puisque vu qu'on ne code pas dans du YAML, on ne va pas vraiment faire des visiteurs. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici ? Je vous ai montré deux exemples de recettes qu'on trouve sur étagère et qui me semblent intéressantes. La première, c'est la recette qui travaille sur du Maven. Okay ? Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a une recette qui travaille à un niveau sémantique. Donc ici, je vais lui dire que je veux supprimer une dépendance dont le groupe ID est comme GitHub Jitama et l'artifact ID est toxic-library. Ce qui est cool, c'est que je ne suis pas en train de faire une regex XML là. Je ne suis pas du tout en train d'aller trouver dans mon texte, dans ma description, ce que ça pourrait donner en termes de dépendance. C'est vraiment au niveau sémantique. Et c'est lui qui va aller se faire une image de mon POM, de mon projet, et dire ok, la dépendance elle est là. Et lui, en effet, ce qu'il va faire, c'est qu'il va modifier un bout de code dans du XML. Mais c'est pas ce que moi j'ai écrit, ce qui est quand même relativement confortable. L'autre qui est intéressante, c'est remove unused properties. Si jamais les gars, ils ont utilisé une propriété dans le POM pour setter la version de ma dépendance, ce que je dis, c'est supprime toutes les dépendances qui sont inutiles dans ce POM. Par contre, je ne vais pas casser ce que les autres ils ont fait. Donc, je réduis le scope de ce nettoyage. Et je réduis le scope. Là, par contre, c'est une vraie regex pour de vrai. Voilà. Donc, ce qui est cool ici, c'est de dire... Non, je ne veux pas mettre à jour 10 heures. Ce qui est cool ici, c'est de voir qu'en effet, on est au niveau sémantique et pas au niveau recherche textuelle. Et puis, dans cette recette, je vais aussi combiner une autre recette, qui est la recette « ça va couper chéri », qui est présente dans le même YAML. Vous savez, dans YAML, on peut avoir plusieurs top-level elements, et on peut tous les mêmes au maître endroit. Et on va comprendre pourquoi je l'ai découpé. Je ne vous refais pas le name, le display name, tout ça. J'introduis juste une nouvelle chose, qui est la précondition. Alors, parcourir un arbre, ça peut être un tout petit peu coûteux. Et donc, pour permettre une exécution plus rapide des recettes, il y a la notion de précondition. Et cette notion, elle permet de dire, si cette précondition-là, elle n'est pas résolue, elle ne se résout pas à true, bah, ce n'est pas la peine d'aller regarder ce qu'il y a dans ce source code. En fait, de toute façon, tu n'y trouveras rien d'intéressant. Donc, ne perds pas ton temps. Ici, la précondition que j'ai mise, c'est find type. Donc, n'exécute la liste de recettes en dessous que si on est sur des classes qui utilisent comme GitHub, Jitama, Toxic, Foobar Utils. Cette précondition, je ne l'avais pas mise plus haut
parce qu'en POM, ça n'utilise pas une classe. Donc du coup, ça aurait empêché l'exécution des recettes qui s'exécutent au niveau POM. Donc il faut mettre ces préconditions au bon niveau et faire de la composition pour qu'on puisse quand même faire le taf. Ok. Un dernier exemple que je vous ai mis là-dedans, que j'aime bien, c'est une recette sur étagère. Toutes ces recettes, elles sont sur étagère, qui permet de changer la cible d'une méthode statique. D'accord ? Vous avez une méthode statique sur une classe, vous voulez utiliser la même méthode statique, mais sur une autre classe. D'accord ? L'exemple ici utilise un méthode pattern. Donc ça, c'est pas tout à fait une regexp. C'est un langage qui leur est propre à eux et qui permet de définir les choses sémantiquement. Donc ici, ce que je dis, c'est cherche toutes les méthodes value of, quels que soient les paramètres de ces méthodes, quel que soit leur formatage. Si j'ai mis paramètre, virgule, seule ligne, paramètre, virgule, seule ligne et tout ça, ok, quels que soient les paramètres, les méthodes value of de la classe toxic big decimal utils. Ce qui est cool, encore une fois, ici, c'est que je suis sur une recherche au niveau sémantique. Et donc, si les mecs, ils ont fait un import statique, je dis toujours les mecs, en fait, les mecs et les nanas. Si l'équipe, ça c'est cool ça, si l'équipe, elle a fait des imports statiques, on va le détecter. Si on a fait un import statique de la méthode, je veux dire. Si j'ai importé toute la classe et que je l'ai utilisé, ça va marcher. Si j'ai mis des seul lignes, ça... bon, ok, c'est bon, vous avez compris. Et donc je dis en fait value of, ça existe sur Big Decimal, donc partout là où tu l'avais mis sur Big Decimal Utils, en fait merci d'utiliser celle qui existe déjà dans le langage. C'est ça que ça dit. En réalité, la recette complète pour supprimer la librairie que j'ai faite, elle est un peu plus complexe, mais on la verra après et surtout vous y aurez accès. Une fois que j'ai fait ma recette déclarative et mon petit fichier YAML, comment je fais ? Enfin, genre, c'est cool, j'ai fait du YAML, comment je fais pour l'exécuter, quoi ? Alors, je vérifie juste un truc. Ouais. Ça, je ne vous l'ai pas dit. Ce fichier-là, il faut qu'il s'appelle recipe.yml. Vous amusez pas à écrire YAML avec un A. La dernière fois que j'ai essayé, ça ne marchait pas, pas de bol. Voilà. Donc peut-être qu'ils ont corrigé, mais c'était pas très lenient. Quand j'ai essayé, c'était YML. Okay. Donc on met tout ça soit à la racine de son projet, soit dans le répertoire src main ressource meta-inf/rewrite. On dit exécute le plugin rewrite et puis active la recette remove that toxic dependency et ça devrait fonctionner. Vous l'avez fait. Vous l'avez essayé sur un projet, vous vous dites ce serait cool de pouvoir l'utiliser sur le projet d'à côté. Enfin, je veux dire, si je fais du reproductible et que je le jette au bout d'une fois, pas très intéressant. Comment je fais pour le distribuer ? En fait, votre YAML, vous le mettez dans un module, moi j'ai mis Maven, parce que je suis fan de Maven, mais Gradle si vous voulez. Vous le distribuez sur Nexus, Archiva ou sur le Maven central si ça vous fait plaisir. Et puis, une fois qu'il est distribué, n'importe qui va pouvoir l'utiliser en utilisant les commandes que je vous ai déjà montrées, en fait. Et donc, ça y est, en fait, en fonction du scope de réutilisation, juste ce YAML, il va pouvoir être réutilisé partout. Et ça va pas coûter grand-chose et ça va pouvoir accélérer pas mal de choses. Ça y est, vous savez jeter des sorts. Okay, mais peut-être que vous allez vouloir aller plus loin et faire du vrai code, pas du YAML. Est-ce que c'est possible, s'il te plaît, de faire du code ? Oui, c'est possible de faire du code pour de vrai. Allez, on y va. Alors, hop. On va pas rentrer dans le code de ma librairie qui est toxique, mais il est ici. Et si jamais vous voulez le voir, vous irez le voir dans le dépôt et vous allez voir, c'est que du code que j'ai eu tort d'écrire. Okay. Par contre, ce qu'on va aller regarder, c'est le jar dans lequel j'ai mis ma recette qui permet de s'en séparer. D'accord ? Alors, je vais prendre un premier exemple de ce qu'on pourrait être amené à faire. Et dans les bonnes pratiques qui sont mises en avant par OpenRewrite, il y a le fait de faire du TDD. On écrit d'abord le test qui nous permet de dire avant j'avais ça, après je veux avoir ça.
Ce test, ce qui est hyper cool, c'est qu'il sert de documentation, il sert d'explication un petit peu à ce qu'on est en train de travailler. Et en plus, il paraît que c'est cool de faire du TDD. Donc je vais vous le montrer dans cet ordre-là, même si en vrai, sachez que moi j'ai d'abord écrit le code et après le test. Mais alors, à quoi il ressemble le test? Ça c'est cool parce que c'est le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va vous montrer comment on peut écrire des tests. Est-ce que c'est le bon? Yes, c'est le bon. Ok. Alors, quand on veut écrire des tests, eh ben, on implémente l'interface rewrite-test. On implémente cette méthode default là, qui est un peu la spec de ma recette. Ça veut dire qu'est-ce que je veux exécuter. C'est un peu comme le before each de n'importe quel test JUnit. Okay. Donc là, je vais lui dire ce que je vais mettre sous le test, under test. C'est l'exécution de la requête remove foobarutils string formatted. Tu vas utiliser comme version de Java et du parseur de Java ce que tu trouves dans le POM. Et je vais te donner du code qui utilise une librairie. Donc il faut que je dise à mes tests, dans ton ClassPass, n'oublie pas de me mettre cette librairie. Puisqu'il va falloir qu'il compile mon code de test. D'accord ? Et que comme vous voyez, ici, dans mes imports, je n'ai pas accès à ce que je vais mettre dans mon test. Okay. Le test en lui-même, il fait ça. Il dit execute rewrite. Before, tu auras du Java. Alors, je n'ai pas réussi à mettre IntelliJ dans mon browser. Sinon, sachez que grâce à ce petit / langage Java, eh ben, il y aurait la coloration syntaxique. Chaud. D'habitude, je ne bute pas sur celui-là. Donc là, je dis, avant, ce que j'avais, c'est une classe qui s'appelle FullDriftCar, qui a une méthode string foo, qui utilise... Oh non, attends. C'est quoi ça? isEmpty. Ouais, je vais commencer par celui-là. Ok. J'ai une méthode, une classe for testing purpose. Chacun a son niveau d'imagination. Le mien est assez... voilà. J'ai donc un import sur foobarutils, alors que je ne l'ai pas ici. C'est pour ça que j'ai besoin de l'ajouter là. J'ai une méthode qui s'appelle virage, une autre qui s'appelle au frein à main. Et les deux utilisent une méthode isEmpty, ici sur une chaîne de caractères, string, et ici sur une liste de chaînes de caractères. Jusque là, vous me suivez, on est bon? Ok. Et moi, je dis après, je veux supprimer l'import, puisque je ne veux plus avoir affaire à foobarutils. Et ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer mes invocations de méthode par mon paramètre différent de nul ou mon paramètre isEmpty. Parce qu'en vrai, ça existe déjà dans le langage et que donc, à un moment donné, on va arrêter de faire des méthodes qui font une ligne. C'est très bien dans le code. Ok ? Donc déjà, ce qui est assez cool, c'est qu'avec ce genre de test, bah, en fait, on sait ce que va faire la recette. C'est comme une documentation, en fait. Ok ? Et l'implémentation en elle-même, ça va décevoir les mecs qui faisaient de la regex, les durs et tout ça. Parce qu'en fait, la première façon d'écrire des recettes, c'est d'utiliser une librairie qui fait du templating. Vous voyez toujours bien là? Pousse-toi toi. Donc ça utilise ErrorProne. J'adore le nom de cette librairie, qui est une librairie de Google qui permet de faire du template, entre guillemets, quoi. Et ici, j'ai une recette avec son nom, sa description, tout ça. Moi, j'ai qu'une méthode beforeTemplate, mais je pourrais en avoir autant que je veux. C'est tous les états initiaux que je veux aller reconnaître dans mon code. Et j'ai une méthode afterTemplate, c'est l'état final, le seul que je vais avoir dans mon code. Donc là, moi, ce que je dis, c'est avant, ce que je voulais, c'était une méthode qui est une invocation de foobarutils.isEmpty. Après, ce que je veux obtenir dans mon code, c'est la même chose que ce que je vous ai montré dans mon test. Ok ? Ce template, j'ai été obligé de l'écrire deux fois. Une fois pour la chaîne de caractères et une fois pour les listes, parce que Java est typé. Ouais, mais t'aurais pas pu mettre objet ici, puis comme ça, c'est tranquille, on le fait qu'une fois. Ouais, d'accord, sauf que en fait, objet.isEmpty, ça n'existe pas. Donc, bah non, j'aurais pas pu. Il faut que j'écrive ces deux trucs.
N'empêche que moi, ce que j'écris, c'est juste ça. Ce qu'il y avait avant, ce qu'il y avait après, et ça va passer au travers de la moulinette d'OpenRewrite, et ça va aller générer du code. Ah, je sens que je vous ai choqué, ça a fait tomber les stylos et tout. Ok. Cette façon d'écrire du code des recettes, elle est hyper cool parce qu'elle est hyper rapide. On n'a pas besoin de mettre vraiment les mains dans le cambouis très très bas. Par contre, elle va concerner que des cas qui sont relativement simples à mettre en œuvre. Et c'est souvent pas suffisant. Okay. Je vais vous prendre un deuxième cas et donc un deuxième test. Et le deuxième type, c'est justement le isUtils. Donc je ne refais pas tout ce qu'on avait déjà vu avant, c'est une nouvelle recette. En termes de spec, ce que j'avais avant, c'était foobarutils string formatted. Ici, vous aurez reconnu du string format hyper classique. OK. Et puis ensuite, j'ai les paramètres, virgule 2, virgule, seule ligne, une expression avec un seul ligne au milieu de l'expression, virgule, une invocation de méthode avec un chaînage et un seul ligne au milieu. Et ce que je veux obtenir, c'est évidemment la même chose, mais en fait la méthode formatted, elle est disponible directement sur string en Java. Alors certes, pas depuis Java 8, mais quand même ça commence à dater. Donc autant l'utiliser. OK ? Alors, vous aurez remarqué que j'ai conservé exactement le formatage. Je ne vous dis pas que moi je code comme ça. Je vous dis que s'il y a un mec qui un jour s'est dit je vais coder comme ça, il faut qu'au moment où je fasse mon refactoring, je respecte son format à lui. Est-ce que dans mon fort intérieur, je le respecte de coder comme ça? Je ne sais pas. Mais lui, il ne le sera pas non plus. Okay, non, en vrai, typiquement, si vous faites du SQL dans des chaînes de caractères en Java, c'est possible que vous vouliez conserver comme ça des indentations un peu cheloues parce qu'elles représentent ce que vous êtes en train de construire. D'accord ? Ça veut dire que s'il y a le même code, mais avec des gens qui ont un formatage sensé, est-ce que ça va quand même marcher ? Oui, exactement. Ce qui est important de dire là, c'est en fait, je vous montre le cas le plus tordu, mais évidemment, le cas trivial, il va aussi fonctionner. Mais c'est une bonne question. C'est pas une recette qui marche que pour les mecs qui ont un formatage tordu. Ça marche pour tout le monde. Ok. Alors, on va retrouver tout ce qu'on avait déjà vu. Je vous le remontre pas. Vous voyez ici qu'on peut utiliser des préconditions directement quand on code les méthodes. Ça c'est cool parce que si les mecs qui nous utilisent, ils oublient de le faire, eh ben on le fait à leur place. Et là dans ma précondition, qu'est-ce que je dis ? Je dis moi, tu t'exécutes que sur des classes qui utilisent foobarutils. Ok ? Pas de surprise. Et ensuite je vais coder le visiteur. Le visiteur, il est ici. On va s'arrêter 2 petites secondes et surtout s'il y a un truc qui paraît vraiment genre trop obscur, vous me posez la question, on se pose 2 secondes et on regarde, ok ? En fait, vous voyez ici que moi, je ne réimplémente pas un visiteur en entier. Je réétends le Java Visitor. Ça veut dire que eux, ce qu'ils ont fait à ma place, c'est implémenter la logique de parcours de l'arbre. Qu'est-ce qu'il faut faire quand tu trouves un nouveau fichier texte avec .java dedans ? Ok, nous on va se dire ok, c'est un fichier texte, il y a une classe, mais peut-être pas, peut-être que dans le fichier texte, en fait, il y a une classe et une classe, une inner class. C'est peut-être pas juste un fichier égale une classe, c'est peut-être plus compliqué que ça. Donc il faut aller lire les trucs, regarder les imports, une déclaration de classe, une deuxième. Bon voilà. Donc toute cette logique-là de parcours de l'arbre, c'est OpenRewrite qui l'a implémenté. Et moi, je vais juste aller me mettre au niveau des hooks qui m'intéressent. D'accord ? Or, moi, ce que je vous ai montré dans mon test avant, c'était de dire que je voulais remplacer une invocation de méthode. Jusque-là, on est OK ? Donc, je vais implémenter le hook visite méthode invocation. OK ? La première chose que je vais faire, c'est ne pas oublier d'appeler la méthode super, et on va voir juste après pourquoi il ne faut pas oublier d'appeler la méthode super. Mais grosso merdo, et pour faire rapidement, c'est justement pour ne pas interrompre la visite de l'arbre complète.
Okay, c'est pas parce que je rajoute un comportement que je veux virer le comportement qui était là avant. Okay, la première chose que je vais faire, c'est de regarder, est-ce que l'invocation de méthode que je suis en train de visiter, parce que des invocations de méthode dans votre code, il va y en avoir quelques-unes quand même, est-ce que c'est la bonne? Et est-ce que c'est la bonne? On va réutiliser un méthode matcher. Donc là, ça ressemble à ce que je vous ai déjà montré sur les méthodes statiques, là, sur valueOf. C'est toujours cette espèce de pattern regexp, mais un peu particulier. Et en l'occurrence, je dis, moi, je veux toutes les invocations de string formatted dont le premier paramètre est une chaîne de caractères et dont les autres paramètres, c'est pas mon problème. Je veux que tu les matches tous, qu'il y en ait 1, 10, 20 et peu importe leur type, match-les. Ce qui est pratique, c'est 3 petits points parce que en fait, c'est objet derrière là. Et donc, vu que c'est objet, ça aurait été compliqué d'écrire un pattern plus précis que et tout le reste. Ok ? Et encore une fois, s'il y a des sauts de ligne, des pas sauts de ligne, tout ça, il s'en fout, il va le matcher. Ok ? Est-ce que c'est la méthode qui m'intéresse? Non. Ok, bon, bah, si ce n'est pas la méthode qui m'intéresse, on va laisser OpenRewrite continuer à visiter sans rien faire. Si jamais c'est la méthode qui m'intéresse, alors, comme je sais que je vais supprimer son invocation, je vais dire à OpenRewrite, dis donc, peut-être qu'il va falloir supprimer un import à foobarutils. Là, ce qui est cool, c'est que s'il n'y a plus besoin de cet import après l'exécution de ma recette, il va le supprimer. Si par contre, il y a d'autres choses de foobarutils qui sont utilisées, il ne va pas le supprimer. Et encore une fois, j'ai pas besoin de m'en occuper. Moi, je lui dis juste, vas-y, fais-le peut-être. Et c'est lui qui va estimer quand il faut le faire ou pas. Soit dit en passant, il va bien estimer. Hein. Il ne se trompe pas de quand est-ce qu'il faut le supprimer ou pas. Okay. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer l'intégralité des arguments de l'invocation de la méthode en cours. Okay. Donc, en gros, ce que je suis en train de dire, c'est que je suis en train de récupérer un tableau, une liste, qui contient tous ces arguments ici. Okay, avec leur LST, avec leur formatage, avec l'intégralité des informations nécessaires. On va maintenant devoir créer une nouvelle invocation de méthode. Avant, on avait foobarutils.formatted, maintenant on va faire string.formatted. Okay, donc je vais devoir créer un nouveau nœud et tout ce qui va avec. Alors mon premier conseil, c'est n'essayez pas de créer des LST à la main en implémentant vous-même les new méthodes invocation, new espace, new formatage, c'est l'horreur absolue. Ne vous lancez pas là-dedans. Par contre, évidemment, comme ils ne sont pas complètement idiots, ils nous ont laissé des petits outils. Okay, donc en l'occurrence, c'est un Java template. Et ici, je lui dis, toi, quand tu vas t'exécuter, je vais te passer une instance de quelque chose qui est de type string, et tu vas appeler la méthode .formatted dessus. Okay, et lui, il va créer le LST qui correspond à ça. Ici, je vais donc invoquer mon pattern, mon template. Pour invoquer mon template, j'ai besoin des propriétés suivantes. GetCursor. Le cursor, c'est où est-ce que je suis dans mon arbre. En fait, si on s'imagine qu'on est en train d'éditer un fichier texte, c'est la petite barre verticale là, qui clignote. J'en suis où en fait? Okay. Comment est-ce que je vais vouloir travailler? Est-ce que je vais vouloir insérer du code avant mon curseur, après mon curseur, ou en l'occurrence, est-ce que je vais vouloir remplacer le nœud intégralement? Donc dans mon cas, je veux remplacer une invocation par une autre. Je fais du replace. Et puis le dernier paramètre, c'est les arguments que j'ai passés à mon template. Donc ici, c'est mon any. D'accord? On se la refait. J'ai pris le premier argument de l'invocation que j'avais avant. J'ai pris cette chaîne de caractères. J'ai appliqué le template dessus. Et à ce moment-là, ce que j'ai, moi, c'est hello%s.formatted. Voilà. OK? C'est cool, c'est un bon début. Et on n'est pas encore sorti des ronces, quoi. Il manque toute la suite. Et bien pour toute la suite, c'est pas bien compliqué. Ce que je vais dire, c'est la méthode d'invocation que tu viens de créer, là. Je vous enlève toute la partie qui est faite pour garder du formatage. Mais tu vas prendre tous les arguments de l'invocation d'avant, là, sauf le premier élément qui ne m'intéresse pas, puisque je l'ai déjà utilisé.
et tu me prends tous les autres et tu les colles comme argument. D'accord? Donc je viens de faire exactement ce que je vous avais expliqué à l'oral. Hein. J'ai pris le premier élément, j'ai collé point formatted dessus, et ensuite j'ai pris tout ça, et j'ai dit, ça, tu me le colles comme argument de mon invocation. Or, comme j'ai pris les arguments en l'état, j'ai gardé le formatage. Ce qui répond à la question, si j'avais eu un formatage moins tordu, bah, j'aurais un formatage moins tordu à la fin. Ça va encore à peu près ou pas? Je vous montre le dernier. Il y a plein d'autres trucs dans le code si vous voulez. Il y en a un qui est intéressant. Enfin, que je trouve intéressant. À l'implémentation, celle-là. Le quoi? C'est en fait, donc c'est ce que je disais, c'est le truc qui est uniquement lié au formatage. Il est où mon test? Il est là. Ouais. Ici, là, il y a virgule, espace, 2L. D'accord? Sauf que moi, dans mon invocation ici, il n'y a pas espace 2L. Donc pour être vraiment, j'ai enlevé l'espace qui était devant le deuxième élément. Sinon, le code que tu aurais eu en sortie, ça aurait été ça. Pardon, ça aurait été ça. Pardon, ça aurait été ça. Et là, tu m'aurais dit, oh, c'est chelou comment t'écris ton code et puis ton formatage. Pourquoi? Ouais. Bah, évidemment. C'est pour ça que ça sert à quelque chose de venir au jug. Yes, mon dernier... Merci, Étienne. Mon dernier test, il est un peu plus complexe et vous allez voir pourquoi. Donc ce que j'ai avant, c'est une méthode drift qui est annotée avec @deprecated. Je ne vais pas m'en occuper. Qui a un timer.logStart qui fait un truc qui est très très long, beaucoup plus long qu'un systemout, un timer.logEnd. Ok ? Donc ça, c'est vraiment idiot. Des frameworks qui font du timing, d'exécution de méthodes, il y en a qui sont beaucoup plus intelligents que ce que j'ai fait ici, certainement un systemout, voilà. Et donc ce que je dis, c'est non, en fait, on va utiliser micrometer@time. On va coller la notation en conservant l'ordre alphabétique des annotations. On ne supprime pas l'invocation deprecated, hein, on la garde, elle était là, il faut qu'on la laisse. C'est typiquement l'intérêt d'avoir un LST et pas un AST. Et on supprime les invocations des deux méthodes. Le code que je vous ai montré juste avant, il ne suffit pas parce qu'avant, on avait un nœud et le nœud, c'était le nœud invocation de méthode. Alors là, ce que je suis en train de dire, c'est que je vais aller regarder ce qu'il y a dans l'implémentation de la méthode pour avoir un effet sur la déclaration de la méthode. Okay, donc je vais être obligé d'intervenir à deux endroits dans mon LST, et donc il va bien falloir trouver un moyen de communiquer. Indice, ce n'est pas en créant une propriété et en faisant un visiteur stateful, on va faire plus malin que ça. Alors, je vous promets, après, il n'y a plus de code. Je peux le dire. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un peu imbitable? Vous voulez que je zoome? Alors, je vous montre d'abord la déclaration de méthode, parce que ce qui est important, c'est que ça va nous permettre de voir comment il fonctionne le parcours de l'arbre, même si vous allez voir que si on exécute le code ligne à ligne, on ne va pas exécuter d'abord une méthode puis l'autre, mais un peu les deux imbriqués, ce qui est logique, puisque en fait, ce qu'on trouve dans une méthode, c'est forcément imbriqué dans la déclaration de la méthode. Donc ici, je visite la déclaration de la méthode, je fais un super.visite méthode déclaration. Super.visite méthode déclaration, il va prendre le nœud de l'arbre, il va déclarer les paramètres, il va voir qu'il y a une accolade ouvrante, il va visiter le body de la méthode, donc il y a certainement un visite body quelque part, ou un visite bloc, je pense que c'est plutôt comme ça en fait, que ça s'appelle. Et puis dans le bloc, à un moment donné, il va tomber sur une méthode d'invocation, et là il va appeler visite méthode invocation. Donc ici, à l'intérieur de l'exécution de cette méthode-là, en fait, on va aller déclencher cette méthode-là. D'accord ?
C'est pour ça qu'il faut toujours appeler le super point visite méthode en premier, puisque c'est ça qui va vous permettre de continuer à dérouler l'arbre. Et là, ce que je vais dire, c'est la méthode en cours, est-ce qu'elle match log start et log end? Donc, c'est des méthodes matchers, on les a déjà vues avant. Je vous les remontre quand même au cas où. Hein. Toute invocation de la méthode log start et log end sur la méthode timer de la librairie toxique. On est encore bon ou pas? Ça commence à piquer quand même. Si jamais c'est une de ces deux méthodes, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le curseur, où est-ce que j'en suis dans l'arbre, et je vais mettre un message dedans. D'accord? Je vais mettre un message dont la clé est append d'annotation et dont la value, dans mon cas, c'est true, parce qu'en fait, c'est juste un marqueur. Mais en fait, le message, il prend objet, donc on pourrait imaginer avoir des messages qui sont relativement complexes, qui capturent beaucoup plus d'informations que juste oui ou non, quoi. D'accord? Ce qui est intéressant ici, là, c'est qu'on le voit ici, c'est quand même bien fait, nos idéaux modernes. Le premier élément, là, enclosing, il me permet de dire que ce message, je l'autorise à bubble, à remonter. En français, je ne sais pas comment on dit. Je l'autorise à remonter comme les events en JavaScript, mais uniquement jusqu'au niveau la méthode qui entoure l'invocation. Si on remonte plus haut que ça, on va tracher ce qu'il y a dedans, ça va nous éviter de pourrir notre contexte et d'avoir des effets de bord un peu indésirables. Ça, c'est un paramètre. Donc là, moi, je dis limite le bubbling. La propagation, merci. Limite la propagation à la déclaration de la méthode, mais je pourrais très bien dire non, en fait, moi je veux remonter jusqu'à la déclaration de la classe, et puis je vais annoter la classe en entier. Donc c'est à vous de choisir jusqu'où vous limitez les choses. Mais limitez-les, quoi, parce que sinon, sinon ça remonte, quoi. Ok. Et je retourne nul. Pourquoi tu retournes nul? Le visiteur que je suis en train d'implémenter, c'est un ISO visiteur. Ça veut dire qu'à chaque fois que je visite un nœud, je dois renvoyer un autre nœud du même type. Ok. Et en l'occurrence, le nœud que je renvoie sur ma méthode d'invocation, c'est nul. Ce que ça veut dire, concrètement, c'est supprime cette invocation. Elle n'est plus nécessaire. Ok. Si par contre, c'était ni un log start ni un log end, bon, bah, tu retournes l'invocation sans la toucher. Voilà. Ok. Ok. Point virgule, on arrive à la ligne 59. Ok. Donc dans notre exécution, on est remonté au niveau de la déclaration. On va récupérer le curseur, on va récupérer le message append d'annotation en lui passant une default value. Comme ça, je suis sûr que j'aurai jamais de null pointer. Et en l'occurrence, bon, moi, comme je fais un if directement sur la valeur, j'aurai pas eu de null pointer, mais voilà, ça vous permet d'être ceinture et bretelle. Si jamais, à l'intérieur de ma méthode, il y avait bien ces invocations en question, qu'est-ce que je vais faire? Première chose, je vais vérifier. Dis donc, est-ce qu'il y a la notation timed qui est déjà déclarée sur ma méthode? Ok, là, c'est un annotation matcher. Devinez quoi? Ça ressemble très très fort à un méthode matcher, mais ça permet de matcher des annotations. Ok. Pourquoi je fais ça? Si le mec, il avait déjà annoté son annotation @timed et qu'il avait en plus fait un log start log end, il est chelou, je mets pas les mains dedans. Ça, c'est pour toi. C'est pas ce que tu as voulu faire, mais je te le laisse. Si c'était pas déjà fait, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, maybe add import. Attention, il y avait peut-être déjà cet import dans la classe. Et sinon, prends la méthode, rajoute-lui une annotation en utilisant une comparaison sur les noms, c'est-à-dire en respectant l'ordre alphabétique. Ok. Alors, ok, il y a un peu plus de code que dans celui d'avant. Ok, il faut se faire à la mécanique de visite d'un arbre qui n'est pas trivial immédiatement. Par contre, sinon, j'ai écrit même pas 10 lignes de code et j'ai un truc qui est capable d'aller me virer mes invocations et en fonction de ce qu'il a viré à l'intérieur, rajouter des annotations dessus. Donc en fait, c'est hyper puissant avec très très peu de lignes de code. Et c'est testable. Ok. Et donc, c'est prédictif. Pas comme les derniers outils à la mode dont on parle tout le temps en ce moment. Il a la denture, le gars, quand même. Bon, mais vous ne me croyez pas sur parole, et donc, on va l'exécuter immédiatement.
dans mon application. Paf. Ça va ou pas? De toute façon, vous ne me répondez pas, donc j'y vais. Au pire, ça va pas. Vous irez regarder le code après. Au mieux, ça allait. Donc comme d'habitude, il s'exécute, il va regarder les pommes, il va regarder les source files et tout ça. Là où je vous mentirai pas, c'est que exécuter les recettes OpenRewrite, c'est plus long qu'une simple compilation sur votre projet. Hein. C'est sûr et certain, si vous avez un gros projet avec plusieurs centaines de milliers de lignes de code, ça va prendre un peu de temps. Mais en vrai, si vous comparez au temps que ça va vous prendre de faire les migrations à la main, c'est incomparable. Et si vous trouvez que ça va pas assez vite et que vous voulez que ça aille plus vite, vous sortez la carte, vous prenez le cloud moderne, et comme par magie, ils vont faire des trucs pour vous. Mais j'ai dit que j'en parlerai pas. Bon, ça va toujours beaucoup moins vite. Hein. Donc là, il me dit, tu as gagné 2 heures. Moi, ce que j'aime bien, c'est que je suis en capacité de dire, cette classe, dans mes sources, elle a été modifiée par cette recette, qui était dans la composition de cette recette, qui était dans la composition de cette recette. Et donc, j'ai un niveau de précision quand même relativement élevé sur ce qui se passe dans mon code. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne vous refais pas le pomme, on l'a déjà fait. Là, il a viré une invocation de foobar utils.isempty et il les a inlinés. Là, on avait la même chose avec du formatted et en effet, il a pris ma chaîne de caractères et il a appelé la méthode formatted dessus et il a gardé ses trucs. Oui, j'ai pas de limite dans la taille de mes lignes et je l'ai respecté dans mon refactoring. Soit dit en passant, il a évidemment supprimé l'import. Là, c'est un truc que je vous ai pas montré, mais on a fait une extraction d'interface à partir d'une classe. Là, c'est des trucs qu'on a déjà vus. Je vous montre celui-là qui est assez cool. Alors là, il se trouve qu'en plus dans l'YAML d'exécution de ma recette, moi je lui ai dit de faire plein d'autres choses. Je lui ai dit de supprimer les imports inutiles, je lui ai dit de supprimer les constantes privées qui n'étaient pas utilisées dans le code et tout ça. Donc c'est ce qu'il a fait. Ici par exemple, il y avait 2 constantes qui n'étaient pas utilisées, il les a supprimées. Celle-là, elle est pas tricky parce que en fait, la constante qui est ici, elle était bien utilisée dans le code à la ligne d'en dessous. Et en fait, il a fait 2 passes. Il a fait une première passe où il a viré la deuxième constante. Et du coup, il a fait une deuxième passe. Il a dit, ah bah, celle-là, elle est plus utilisée. Donc, il l'a aussi virée. Et ici, j'avais une invocation de logstart logend, combien était supprimé et combien était remplacé par une annotation @timed. Bref, le taf a été fait. Le YAML en lui-même, je peux vous le montrer. On ne va pas passer notre temps dessus parce que il est un peu long. Mais on voit que j'ai composé un certain nombre de recettes sur étagère et de recettes que j'ai implémentées moi à la main. Et c'est en vrai comme ça qu'on va organiser des migrations relativement complexes. Okay. À la fin, vous ne le croyez pas sur parole le truc? Vous exécutez les tests, vous exécutez votre application. Si tout va bien et que tout roule, vous committez et vous avez fait votre économie de 3 semaines de chiffrage. Là, dans mon exécution, j'ai pas demandé l'export des data tables, parce que tu peux le demander ou pas. Et après, en fonction des implémentations des recettes, il y en a qui vont te le dire. Moi, j'ai été invoqué X fois. Et il y en a qui vont pas te le dire. Donc là, il faut regarder exactement. Tu peux t'amuser à le compter, parce qu'en vrai, toutes les invocations de ta recette, tu les trouves ici. Soit dit en passant, sur un gros projet de 100 000 lignes, tu vas pas le lire, le log de l'exécution Maven. Et donc, du coup, ouais, dans les data tables, qui sont des fichiers CSV, tu peux trouver beaucoup d'informations. Et tu peux en produire toi-même. Avec Nicolas, ici présent dans la salle, on s'est amusé à écrire une recette qui permet de générer le diagramme de ton application, de toutes les dépendances de classe. Est-ce que tes packages, ils sont bien? Est-ce qu'ils sont mélangés? Est-ce qu'ils sont... Voilà. Et on l'a fait au moyen d'une data table. Fin du code. Là, ça commence à être balèze pour de la sorcellerie.
Donc ça y est, vous êtes arrivé au niveau top du top. En termes de sorcellerie, vous pouvez tout faire. Ouais. Alors, quand tu exécutes des tests, tu lui dis exactement. En fait, je crois que ma compréhension des choses, parce que c'est comme ça que ça se passe dans les tests, il exécute une recette sur un source file. Et en fait, il l'exécute jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de modification de ton source. Et ensuite, il passe au truc d'après. J'ai l'impression que ça se passe comme ça, mais j'ai pas ouvert la capot suffisamment loin pour savoir s'il fait tout une fois et puis une deuxième fois. Genre, j'ai supprimé une méthode où j'ai renommé une méthode. Oui, alors d'abord, si tu renommes une méthode, utilise la recette de base, quoi. Bah, c'est une bonne question. J'ai pas ouvert le capot suffisamment loin là-dedans pour voir s'il faisait une passe de toutes ses sources plusieurs fois ou s'il prenait une source et il faisait plusieurs fois la passe. Je sais pas trop. Ouais, ouais. Bah là, il passe sur les tests parce que je lui ai demandé de faire la migration Genit 4, Genit 5. Bah tu le fais en deux fois. Tu fais d'abord ta migration Genit. Ouais. Mhm. Tu peux avoir des tests qui exécutent foobar utils. Ouais. Alors, la réponse est est-ce que on peut exclure une sous-partie des sources quand on exécute une migration? Parce qu'en fait, c'est ça. Bah, si tu veux ne pas l'exécuter sur les tests, tu dis exclue src main test. La réponse est oui, c'est possible. Tu peux exclure une sous-partie de ton truc. Par contre, ton use case, en vrai, je vois pas trop à quoi il sert. Parce que si tes tests, ils utilisent ma librairie toxique et que je veux la supprimer, bah, je veux aussi supprimer les tests qui valident ça, tu vois. Et là, en l'occurrence, moi, je fais pas un test. Je fais un test pour un utilisateur de la librairie, hein. Et ben, ça va aussi modifier les codes. Les invocations de ma librairie vont être modifiées avec. T'as pas confiance dans le fait que ta recette, elle fait une migration qui est légit, entre guillemets, quoi. T'as vraiment très très peur de ta migration, quoi. Je- Oh, ils sont un peu tricky, on prend l'habitude. La première fois, c'est un peu tricky, la deuxième fois, ça va un peu mieux, quoi. Mais par contre, encore une fois, tu peux exclure une sous-partie de ton scope. Ça marche très très bien. Typiquement, dans la recette qu'on a écrite, là, qui permet de faire un diagramme de ton projet, nous, on a exclu les tests parce qu'on s'en fout d'avoir les tests qui arrivent dans le diagramme avec oh, bah ce package, il est vachement utilisé. Oui, mais il est utilisé que par des tests, quoi. Donc, il y a quelques petits points d'attention. Quand on n'a qu'un marteau, tout ressemble à un clou. Pour les gens qui veulent juste renommer une de leurs méthodes, faites clic droit refacto, quoi. Je veux dire, ça marche très très bien. Et si vous n'aimez pas clic droit refacto, faites des regexes de la mort. Voilà. En gros, quand vous faites quelque chose qui va s'appliquer qu'une seule fois, continuez à faire comme vous faisiez avant. Par contre, si vous voulez faire quelque chose dans votre code où vous vous dites quelqu'un l'a déjà fait, allez regarder le catalogue. Si vous êtes lead sur un projet et que vous voulez répéter la même migration parce qu'il se trouve que dans votre boîte on utilise un framework interne, bon bah là ça peut valoir le coup de passer un peu de temps à produire la recette. Ou si vous êtes vous-même le mainteneur du framework interne en question. D'accord. Attention, si vous voulez prendre des recettes sur étagère et que c'est deux recettes complexes, ça peut être un peu difficile parce que le principe d'une recette, c'est quand même de dire si j'ai un état initial qui ressemble à ça, je vais avoir un état final qui ressemble à ça. Du coup, si vous voulez composer deux recettes qui sont complexes, eh ben peut-être que la première recette, elle va vous mettre votre code dans un état initial qui ne ressemble pas à ce qu'attend la deuxième. Parfois, on ne comprend pas trop pourquoi ça ne marche pas. Donc ça, c'est un peu tricky. Donc faites gaffe quand vous prenez vraiment que des choses sur étagère et que vous voulez les mélanger, ça peut être un peu difficile, quoi. Attention si vous utilisez des Java Preview Features. En l'occurrence, Modern là, est maintenant compatible avec tout Java 25.
mais la prochaine fois qu'on va avoir des nouvelles choses qui vont arriver dans la syntaxe du langage, il y a forcément un temps de rattrapage, puisqu'il faut réussir à capter le LST. Si c'est typiquement, il y a la reconstruction qui va arriver avec les records. Le temps que Modern le capte, il ne va pas réussir à parser ces classes-là. Alors, ça ne va pas fail votre migration, juste les classes en question qu'il n'a pas réussi à parser, il va les ignorer, puis il va dire, bon, ça, je ne sais pas quoi en faire, et je vais passer au truc d'après. D'accord ? Donc, pour l'instant, Java Preview, vous êtes bon jusqu'à Java 25. Pour le futur, je ne sais pas. C'est fini. Vous avez le dépôt GitHub où il y a tout, et plus que ce que je vous ai montré, avec systématiquement le test, un cas d'usage de la recette, et des implémentations de recettes. Il y a des extractions d'interfaces, ce genre de choses-là. Et merci. Il y a